Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. L'émission débat D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dans Les Africains parlent aux Africains. Nous allons revenir aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, sur les dérives mafieuses du système France-Afrique. Dérives qui sont l'aboutissement d'un processus qui a commencé au début des années 60 du siècle dernier, c'est-à-dire au lendemain des indépendances en Afrique. Il s'agit également d'évoquer les différents mécanismes de ce système confusionnel. Mécanismes qui ont touché, faut-il le souligner, tous les domaines. Politiques, économiques, financiers, policiers, militaires et autres. Pour revenir sur ce système France-Afrique et ses dérives mafieuses, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans les studios Tifliria FM, Mzoura Al-Hayani, Issouf Abdallah et Samuel Akizimana. les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Je commence avec vous, Mzoura. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre remarquable par rapport à l'évolution de ce système France-Afrique, un livre intitulé « De la France-Afrique à la mafia-Afrique ». Oui, effectivement. Et l'auteur, c'est bien le fameux François-Xavier Verschave. Oui. C'est lui qui a écrit sur l'exploration détaillée des liens historiques, politiques et économiques entre la France et l'Afrique. Et comment est-ce que la France a réussi à maintenir toute cette influence en Afrique. Donc, il a exploité ces différents mécanismes et tous les systèmes que la France a implantés, a utilisés en Afrique, que ce soit sur le domaine économique ou politique et autres, militaire, etc. Samuel Akizimana, je pense que pour comprendre ce système, il y a lieu de revenir au lendemain des indépendances, c'est-à-dire au contexte de la mise en place de ce système par Monsieur Afrique de l'Élysée à l'époque, Foccart. Oui, effectivement, c'est important de comprendre l'origine, d'où ça vient. Et avant de commencer, moi j'aimerais dire une phrase de Verschave qui m'a beaucoup touché en lisant un de ses livres, où il disait, il y a une erreur qu'on aime dire en Afrique en disant l'Afrique est comme une feuille blanche où il faut tout écrire. Où il a voulu démontrer en réalité en disant l'Afrique est une civilisation qui date il y a longtemps. C'est pas une civilisation qui est nouveau où on doit tout écrire. En réalité, c'est faux. Il y a une histoire à travers l'Afrique. Et il a essayé aussi de démontrer à travers les âges, depuis 1800, etc., avant même d'arriver au terme de colonisation, etc., où il a montré que l'Afrique est une civilisation qui date il y a longtemps. Il y a une civilisation, il y a eu un développement, etc. Il a voulu démontrer ça. Et en revenant sur ça, c'est là où on arrive sur le système France-Afrique établi. Toujours, c'est Verschave où il disait, vous savez, avant les obtentions des indépendances dans les années 1960, en fait, De Gaulle il était contraint avec le dynamisme de l'époque où il y avait des indépendances, etc. Donc, il était dans l'obligation d'accepter qu'il y ait des indépendances. Mais à travers ça, il devait garder de l'influence en Afrique, parce qu'on sait que l'Afrique, on peut dire, c'est la vache à lait de la France en réalité. C'était devenu la vache à lait de la France. Non, c'était impossible que la France puisse laisser l'Afrique. C'était impossible, carrément impossible. Pour ça, il fallait mettre des mécanismes et des situations. Et non seulement ça, vu que ces mécanismes, ce sont des mécanismes qui vont à l'encontre des principes même des indépendances des pays, qui vont à l'encontre même de la démocratie des pays. Donc, ça devait être des systèmes cachés, c'est-à-dire opaques. Ça doit être des systèmes opaques où la population ne peut pas savoir ce qui s'est passé en dessous. Donc, on arrive à monsieur, comme on aime dire, monsieur Afrique, Jacques Foccart, où il a mis des systèmes, des mécanismes et des réseaux pour continuer à avoir de l'influence en Afrique à travers tous les niveaux, c'est-à-dire que dans tous les secteurs et tout. Donc, ils ont mis un système pour continuer à avoir de l'influence sur ce continent africain. Avant d'évoquer les mécanismes justement mis en place pour assurer la
pérennité d'un tel système. On doit rappeler que Verschaff, justement, a défini ce système comme étant un système confusionnel. Il est à la fois confus, donc on ne peut pas le comprendre de prime abord en l'abordant, et fusionnel. Donc fusionnel, c'est-à-dire par rapport au réseau, aux différents réseaux qui le composent. Et sauf Abdel. Moi, je vais revenir sur François Xavier, où il disait dans son livre, de la France-Afrique à la mafia-Afrique, il disait que c'est des choses, c'est-à-dire les choses qui se passent en Afrique, c'est des choses qu'on ne voit pas tout simplement parce que la France-Afrique est le domaine réservé de l'Élysée. Oui, c'est le domaine réservé, parce que Focard, c'était le conseiller de De Gaulle à l'époque, oui. Donc, à travers ça, on peut remarquer que toutes ces choses qui se passent, c'est des choses qui sont déjà été planifiées et que c'est des choses que les Africains ne peuvent pas remarquer d'un seul coup. Mzhoura Lahiani, donc c'est un système qui se base sur des mécanismes. C'est-à-dire, Focard, initialement, il avait mis en place un certain nombre de mécanismes pour assurer, garantir le fonctionnement de ce système, mais aussi assurer sa pérennité. Il s'est d'abord focalisé sur des hommes de main, pour ne pas dire des sbires, etc., qu'il avait missionnés dans plusieurs pays africains. Oui, donc parmi ces mécanismes, les premiers mécanismes qu'ils ont mis en œuvre, c'était de placer certains hommes qui travaillaient, des Africains, qui travaillaient pour les intérêts de la France. Donc ça, c'était leur premier plan. Ce qu'on appelle les vassaux. Il fallait se baser sur des vassaux, oui. Voilà, donc comme Verschaff disait dans son livre aussi, c'est les Français à la peau noire. C'est des dirigeants français, parce que généralement ils ont même la nationalité française, et qui sont à la tête des États africains pour défendre les intérêts français. Donc c'était pour cacher cette phase-là des fausses indépendances qui étaient données aux États africains. Moi, si je peux rebondir sur ça, moi je peux dire en disant, c'est comme il a bien si précisé, on peut dire c'est des Français à la peau noire. Parce que c'est là où en Afrique il faut même sortir de l'idéalisme où on pense que l'Africain c'est juste la peau noire. C'est pas ça. Parce que lui, ils ont utilisé la faiblesse de la mentalité africaine, où on s'est dit que si on a chassé les colons français, on les a chassés, on a eu l'indépendance. Donc si on est dirigé par des noirs, etc., donc on continue à avoir cette indépendance. En plus, il y avait après un certain nombre de personnalités qui vont également des Français. C'est-à-dire c'est des anciens démobilisés de l'armée française, des anciens du Vietnam, des anciens d'Algérie, qui seront également embauchés pour surveiller les dirigeants africains. Exactement. Donc en plus de ces coopérations politiques, on peut noter les coopérations militaires aussi. Par exemple, on peut noter la DST, la DGSE. La DST, oui, et la DGSE. Oui, qui sont des coopérations militaires qui vont permettre à tous ces dirigeants de contrôler tout ce qui se passe au sein de l'Afrique, tout en étant de l'extérieur. En mobilisant toutes ces coopérations, donc ils peuvent avoir tous les renseignements possibles tout en étant à l'extérieur de l'Afrique. Des fois, il s'est basé sur le concours d'un certain nombre d'hommes qui étaient considérés comme des fanatiques. C'est le cas des terroristes de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, qui a essayé de faire capoter l'indépendance de l'Algérie. Oui, tout ça, c'est l'œuvre de Jacques Focard et tous les autres militaires, etc., des agents secrets français qui œuvraient pour les intérêts de la France. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi des liens économiques et militaires qu'ils ont utilisés. Donc ça, sur le plan politique, ils ont aussi utilisé des mécanismes militaires pour assurer la présence militaire en Afrique. Et si on parle du côté économique, on peut noter les francs CFA aussi du côté économique. Alors Samuel, en plus de ces mercenaires, la France-Afrique avait d'autres moyens de contrôler certains pays africains. Je pense au franc CFA. Oui. Au commencement, il y avait le franc CFA, il ne faut pas oublier. Oui, il y a le franc CFA. Qui existe jusqu'à présent. Oui, je pense qu'il est même motivé de parler sur ça. Moi, j'aimerais venir sur un truc avant de parler sur le franc CFA.
Vous savez, en lisant toujours le livre de Verschave, où il était en train de dire l'une d'instruments du mécanisme de la France-Afrique et le franc CFA, où il avait montré que le franc CFA, il était devenu un système de blanchiment d'argent. Oui. C'est-à-dire que le franc CFA est devenu un instrument pour le blanchiment d'argent, où il a parlé, quand il est entré même en disant, il a parlé sur les côtés pétrole, où il disait... il y avait certaines quantités de pétrole qui sortaient, etc. Donc, il fallait savoir comment justifier certaines histoires, etc. C'est pour faire évader des capitaux des pays africains. Évader des capitaux des pays africains. Et surtout que maintenant, il faut comprendre que le franc CFA, c'est un monnaie, on dit convertible. Donc, c'était encore un bon moyen pour faire le blanchiment de l'argent. C'est-à-dire qu'en utilisant le franc CFA, on pouvait faire sortir de sommes astronomiques, les amener vers les pays suisses, etc., dans des paradis fiscaux. Regardez comment... En fait, c'était l'un des instruments le plus stratégique que la France a utilisé pour le blanchiment en Afrique et pour d'autres. C'est un moyen par lequel on a enflé démesurément la dette du tiers-monde d'une manière générale, et pas seulement de l'Afrique. Issouf. Exactement. Donc, il a souligné la dette aussi que les Africains reçoivent au niveau des banques étrangères. Pour lui, ce qu'il a expliqué dans le livre, donc les dettes là, ce sont des systèmes qui vont permettre, ce sont des systèmes nuisibles pour les Africains, parce qu'à travers ces dettes, c'est une stratégie pour permettre aux Africains d'appuyer la corruption, parce qu'il disait même à l'approche, dans un passage de son livre, il disait à l'approche des élections, la démocratie, elle n'existe pas en Afrique. Exactement. Et aussi le franc CFA qui signifie, selon Verschave, colonie française d'Afrique. Déjà, c'est-à-dire c'est la colonie, la France est toujours là. Oui, colonie française. C'est important, hein, parce que moi j'aimerais juste donner une petite histoire qu'il avait rencontrée là, que Verschave même a raconté. Où il disait, vous savez, à un moment on se disait, donc on va accorder des dettes aux pays africains, donc des dettes à hauteur de 2%, 3% aux pays africains. C'est-à-dire que c'était pour encourager à ce que les pays africains soient, disons, parce que avant, je sais pas, les taux étaient élevés. Donc on a très élevé. Donc on va réduire le taux dans le cadre de développement, etc. Donc les pays africains se sont allés vers ces dettes-là. Maintenant, c'est pour alourdir la dette. Moi, je vais expliquer comme il a expliqué. Il a dit, par après, les pays africains sont allés vers ces dettes. Mais pour financer quoi exactement? Pour financer des projets qui ne sont pas rentables. C'est-à-dire que des fois, ils ont donné pour financer des projets. Pour financer des projets qui ont été inventés par ces gens qui ont donné... C'était des projets fictifs. Des projets fictifs. Voilà. C'est-à-dire que ce qui revenait en disant avec ces projets fictifs, c'est-à-dire qu'il y a une dette. C'est-à-dire que tu n'es incapable de rembourser ces dettes. C'est-à-dire que les dettes des pays africains qui étaient à hauteur de combien, ils se sont multipliés par 3 fois 4, etc. Parce que c'était des financements sur des projets fictifs. Donc c'est pour alourdir encore une fois la dette des pays africains. D'ailleurs, en plus du franc CFA, il y a un autre procédé évoqué par Verschave, un autre moyen de détourner l'argent et de constituer des caisses noires, Mzora. C'est la création... la création de différents... des faux nés, c'est-à-dire ces entreprises qui ont été créées par les services de renseignement français. Oui, c'est des entreprises qui ont été créées pour servir les intérêts de la France et que généralement on accuse de non-transparence. Et c'est là où on va comprendre tous les enjeux. On peut citer Elf, Bolloré, Bouygues, Total, Énergie. Tenez-vous bien, Elf comptait à sa création 400 agents de renseignement français. Pour vous dire un petit peu l'importance de cette entreprise dont la stratégie... C'était une entreprise qui était principalement pour financer les campagnes électorales en Afrique et aussi pour les armes, etc. Blanchiment d'argent, tout c'était autour d'une corruption, etc. Tous les systèmes... qui finance les intérêts de la France. Ce système des faux-nés, Samuel, ces entreprises faux-nés. Oui, c'est un bon reprise. Moi, j'aimerais citer une phrase où on a cité Focard dedans. Cette phrase dit « Le mécanisme de la France-Afrique
continue de perpétuer un système néocolonialisme où les intérêts français priment sur le développement de la souveraineté des nations africaines. Et sur ça, moi, j'aimerais dire, par exemple, en disant, il faut comprendre une chose, l'intérêt de la France, elle est là. On a bien parlé en travers, parce que ces mécanismes, si on les suit bien, c'est une hiérarchisation bien logique. Quand on parle en disant, tu mets déjà des hommes que tu as formés dans ton laboratoire pour diriger, etc., ce qui va suivre, c'est créer des sociétés dont l'intérêt est français. Quand par exemple, on parlait de Elf sur le côté pétrole, etc. Oui. Quand on parle quand on parle de Bolloré avec c'est des groupes. C'est des groupes, etc. On parle, c'est pour dire que c'est des sociétés qui sont là encore maintenant pour pomper. Moi, c'est le mot que j'aimerais dire. C'est-à-dire que tu as mis un système. Maintenant, il faut des entreprises maintenant pour pomper les ressources qui sont là pour l'intérêt de la France. Exactement. Moi, je veux appuyer ce que Samuel vient de dire. C'est des entreprises qui sont là spécialement pour les intérêts de la France. Par exemple, si on prend LF, elle est présente au Gabon, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, au Nigeria, en Angola. Et Bolloré également. C'est des entreprises qui sont stratégiques, qui sont présentes un peu partout en Afrique. Donc, à travers ces entreprises, ils peuvent réaliser tous ces projets qu'ils ont planifiés et organisés à l'extérieur. Alors, en plus de ces mécanismes économiques, le franc CFA, certaines entreprises, etc., il y a les réseaux. Et les réseaux, il n'y avait pas un seul réseau, mais les réseaux ont évolué dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire, on a commencé par le principal réseau, c'est le réseau Focar. Après, Mzoura, il y avait d'autres réseaux qui se sont greffés au réseau initial, n'est-ce pas? Oui, effectivement, il y a plusieurs réseaux qui ont servi et qui ont nourri ce système français, ou bien quand on parle de la France-Afrique. Et d'ailleurs, déjà, dans les années 80, c'était pomper la dette, et après, il y a des mécanismes qui s'ensuivent. Donc, à ce moment-là, moi, je dirais que la France, la présence de la France-Afrique continue jusqu'aujourd'hui en Afrique. Ils ont développer plusieurs mécanismes et ça devient difficile à battre parce que même selon Verschaff, c'est l'empire qui ne veut pas mourir et c'est là où on voit le poids que ça représente. Et d'ailleurs, l'empire qui ne veut pas mourir parce qu'il y avait le réseau Focar qui est un réseau gaulliste, après il y avait les réseaux néo-gaullistes, principalement le réseau Pasqua, le réseau Giscard, le réseau Mitterrand, le réseau Madelin, le réseau Rocard, et j'en passe. Samuel. Oui, non, c'est résumé. Donc à cette... on ne lâche pas. On ne lâche pas. C'est résumé à cette phrase, selon cet livre, l'empire qui ne veut pas mourir. Et il faut comprendre qu'ils vont jamais lâcher. Et quand on te dit l'empire qui ne veut pas mourir, parce que il s'adapte. Au fait, il faut comprendre que c'est un système qui a été mis à travers des réseaux qui s'adaptent à toute situation. En fait, tout à l'heure, avant de commencer l'émission, on était en train de discuter où on s'était dit tout le monde connaît ce qui s'est passé avec le Covid. Où tu as parlé, vous avez parlé à Sénarabe en disant non, le Covid, il n'était pas aussi stratégique que ça. Pour montrer l'impact en disant les gens ont compris à travers le Covid que il y avait toujours des variants. C'est-à-dire que la France-Afrique est un mal incurable. Voilà. Donc c'est totalement. C'est totalement infecté, donc c'est-à-dire c'était un microbe difficile à éradiquer dedans, mais je pense que peut-être... C'est comme le chien-dent dans un jardin, donc on a du mal à l'arracher, à l'éradiquer. Il s'adapte. Il s'adapte. Il y a les mécanismes militaires également. Oui, les mécanismes militaires. C'est aussi l'un des piliers les plus importants de tout ce système parce que grâce à la présence militaire, c'est tout à fait, on peut dire que c'est la preuve même que la France existe toujours là. Donc c'est l'un des moyens qu'on a utilisé pour diriger en même temps l'Afrique. Verschaff d'ailleurs disait dans son livre que la plupart des hauts dignitaires de l'armée française ont fait leur classe en Afrique, où ils ont eu des carrières accélérées 2 ou 3 fois plus rapides avec des soldes faramineux. Donc je le cite pour vous dire un petit peu, c'est aussi l'Afrique est considérée par l'armée française comme étant un espace où on soigne sa carrière. Exactement. Moi, à propos de la coopération militaire et puis à propos de la présence des Français en Afrique, j'ai
j'ai aimé un passage quand il disait, quand j'ai commencé à découvrir que la France finançait un côté d'une guerre civile, j'ai été scandalisé. Quand j'ai vu qu'elle en finançait deux, j'ai été encore plus étonné. Et quand j'ai vu que c'était systématiquement, je me suis dit, bon, c'est quelque chose qui effectivement défie l'entendement. Donc c'est des présences militaires stratégiques qui sont là, stratégiques, qui sont difficiles à comprendre et qui vont toujours vers l'intérêt de la France. Et puis donc les réseaux militaires et les réseaux également des services de renseignement. Voilà. Oui, effectivement. Les services de renseignement, c'est souvent la France qui partage ses renseignements ou ses informations avec les pays africains. Donc, que ce soit sur le côté opérationnel, que ce soit sur le côté aussi, assistance et formation, la France, elle est ingérée dans les affaires des États africains. Donc, qu'on le veuille ou pas, même actuellement avec les dirigeants, c'est quelque chose qu'on leur impose et qu'ils n'ont pas le choix. Genre, les dirigeants africains n'ont pas le choix de dire oui ou non. Mais puis c'est un moyen de glaner, de réunir un ensemble d'informations autour d'un certain nombre de dirigeants et des informations qu'on utilise pour faire du chantage à des ministres, à des présidents, à des premiers ministres. Samuel. Oui, au-delà de ça. C'est ça le procédé mafieux, parce que dont parle justement. Les procédés mafieux, c'est par exemple le chantage. C'est véritablement l'un des procédés les plus importants qu'utilise la mafia, le chantage. Le chantage. Quand on parle de ça, il faut comprendre déjà que quand on te met dans un laboratoire, on fait en sorte que ça soit passé dans le laboratoire. Donc tu es étudié, tu sais, tout ton dossier est là. Donc on place des gens où ils ont une influence dessus. Et au-delà de ça, moi, c'est là où, quand on parle de mafieux, etc., moi, j'aimerais ajouter une des choses qui m'a aussi beaucoup touché. Oui, il disait, en regardant sur la réalité des fonds d'aide au développement, etc., en disant, en réalité, si la population pouvait savoir que tous ces financements, il n'y a que 5% qui arrivaient réellement à aller pour l'aide au développement dans les populations africaines. Et que les 95% d'aide au développement n'est que là pour servir aux intérêts de la France. C'est-à-dire que corrompre certains chefs d'État, etc., des intermédiaires, etc., pour l'intérêt de la France. C'est qui revient en disant sur le côté mafieux, en disant... À côté du chantage, il y a un financement sur ce réseau. Il y a un bon financement sur ce réseau. C'est-à-dire c'est un système qui a besoin de financement. C'est un système qui a besoin de financement. Quand plusieurs personnes, je ne sais pas, mais je pense que toute personne maintenant a déjà regardé le film Peaky Blinders. Quand on regarde le film Peaky Blinders, on regarde avec Tommy Shelby. Quand on regarde à travers le système mafieux, où on regarde que tout est bien coordonné et tout est bien financé. À tel point que tout le monde maintenant a peur. C'est-à-dire qu'on te met sur place en tant que dirigeant sur un principe, tu as des dossiers sur toi. Si tu ne fais pas ce qui est en rapport avec ce qu'on te demande, tu es déjà parti. Tes histoires vont sortir, etc. Donc c'est un système bien élaboré, au détriment de tout ce qu'on peut penser. Donc une dernière question à vous trois. Est-ce que ce système qui a été à l'origine de blanchiment, d'assassinats ciblés, de massacres, même en Afrique, risque de perdurer encore dans le temps, Issouf? Moi, je pense que c'est un système qui est aléatoire, qui continue jusqu'à présent. Et puis, c'est un système que les Africains doivent se rendre compte, surtout la nouvelle génération. Moi, je dirais que c'est un système très complexe que les gens, que Jacques Foccart et tous les autres qui ont créé le système de France-Afrique, ils ont bien placé leurs pions et qu'aujourd'hui, ça va être, comme il l'a dit Youssouf, c'est difficile à le combattre et c'est un truc qui devient comme héritage de dirigeant à un dirigeant africain. Donc, français. Donc, chaque dirigeant français qui vient au pouvoir, il a trouvé déjà cet héritage qui doit continuer et ils ont ces systèmes déjà placés pour la continuité, la continuité de et la pérennité de ce système mafieux. Samuel. Moi, je suis un partisan du panafricanisme et moi, je dirais une chose. En fait, on doit comprendre que ce système est là. Ce système est là, on ne doit pas l'ignorer. Il faut comprendre que c'est des gens intelligents et malins qui l'ont fait. Et comme Mesora vient de le dire, ça s'adapte chaque année. C'est-à-dire que chaque année, il y a des gens qui s'assoient à toutes les situations. Les gens s'assoient, ils réfléchissent, etc. pour continuer à arroser ce système. Nous devons être capables,
là maintenant, nous devons être capables de commencer à résister au coup du vent. Parce que pourquoi je dis au coup du vent? C'est-à-dire que c'est un système qui va jamais s'arrêter. C'est-à-dire que maintenant, nous, on a l'obligation, tu as parlé des jeunesses africaines, moi je parle de tout Africain, au-delà de la jeunesse africaine, nous devons être des personnes qui doivent construire nos maisons sur du roc. C'est-à-dire nous devons construire nos systèmes sur du roc. C'est-à-dire ça va être difficile, ça va prendre du temps, mais nous devons le faire. Et si nous le faisons, nous allons réussir. Mais plutôt penser à quelque chose qui va détruire un système qui est construit sur du roc déjà, parce que le système français, moi je trouve que c'est déjà construit sur du roc et c'est très difficile à le combattre, mais pour ça il faut réfléchir déjà et avoir une stratégie complète. C'est pour ça même quand on a commencé, même Verchave avait dit, en Afrique on a l'impression que on écrit une histoire sur du papier blanche, alors c'est faux. Il faut comprendre qu'on avait des systèmes, on avait une histoire. C'est-à-dire que l'Afrique aussi a du roc quelque part. Ce roc qu'on avait, on doit les consolider parce que Maison vient de le dire. Eux aussi, ils ont battu leur maison sur du roc. C'est-à-dire que nous devons être de roc pour combattre du roc. C'est-à-dire que tu ne peux pas être du sable et vouloir combattre de la pierre. C'est impossible. Donc on a cette obligation de se consolider. Se consolider, donc ça sera le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier Mzoura Al-Hiani, Samuel Akizimana et Issouf Abdallah d'avoir participé à cette émission consacrée au rouage de la France-Afrique et à ses mécanismes. Excellente journée sur les ondes d'Ifriqiya FM. À très bientôt.